Lizzie présente le cycle de Dune, les enfants de Dune, de Frank Herbert, lu par Benjamin Jungers. Pour Bev. Ce livre naît de la réciprocité de notre amour et de l'espoir de faire partager sa beauté et sa sagesse, car elle l'a inspiré, vraiment. Chapitre 1. Les enseignements de Muad'Dib sont devenus le terrain de jeu des scolastiques, des superstitieux, des corrompus. Ce que Muad'Dib nous a enseigné, c'est un mode de vie balancé, une philosophie qui permet à l'homme d'affronter les problèmes d'un univers soumis au changement permanent. Ce qu'il nous a dit, c'est que l'humanité continue d'évoluer selon un processus qui ne finira pas. Et il nous a dit aussi que cette évolution obéit à des principes changeants qui sont connus de l'éternité seule. Les raisonnements corrompus peuvent-ils vraiment disposer d'une telle essence? Parole du Mentat Duncan Idaho. Une tache de lumière apparut sur l'épais tapis rouge qui recouvrait le sol rocheux de la grotte. Elle semblait ne provenir d'aucune source apparente et n'exister que dans la trame de fibres d'épices. C'était un cercle errant de 2 centimètres de diamètre qui allait et venait au hasard, qui se déformait maintenant, devenait ovale. Rencontrant le flanc vert sombre d'un lit, la tache s'éleva vivement, se posa sur la couverture verte sous laquelle reposait un enfant aux cheveux roux, dont les traits avaient encore la rondeur de l'enfance. Rien de la maigreur traditionnelle des Fremen dans ce visage à la bouche généreuse, qui cependant n'était nullement gonflé d'eau comme celui de tous les étrangers à ce monde. À l'instant même où la tache de lumière courut sur ses paupières, l'enfant tressaillit. La lumière s'éteignit. On ne percevait plus à présent que sa respiration, calme et profonde. Et plus loin, dans le bassin, l'écho rassurant du bruit des gouttes d'eau capturées par le piège avant, là-haut, à la surface. La lumière revint, un peu plus grande, un peu plus vive. Cette fois, on devinait sa source en même temps que les mouvements qui l'orientaient. Une silhouette encapuchonnée était visible sur le seuil voûté de la chambre. À nouveau, la tache de lumière fit le tour de la pièce, s'arrêtant parfois, hésitant, fouillant çà et là. Elle suscitait une impression de menace, d'inquiétude, de nervosité, tandis qu'elle évitait l'enfant endormi pour s'arrêter sur la grille d'aération, dans un angle de la paroi, avant de se déployer sur les tentures d'or et de verre qui dissimulaient la roche. Puis la lumière disparut une seconde fois. La silhouette se déplaça dans un bruissement d'étoffe et s'immobilisa contre l'un des montants du seuil. Dès cet instant, un membre du Sietch Taber n'aurait plus douté que cette silhouette était celle de Stilgar, le Naïb, gardien des jumeaux orphelins qui, un jour, hériteraient du pouvoir de leur père, Paul Muad'Dib. Souvent la nuit, Stilgar venait ainsi inspecter leurs appartements, commençant toujours par la chambre de Ganima avant de passer dans celle où dormait Leto, afin de s'assurer qu'aucune menace ne pesait sur eux. « Je ne suis qu'un vieil idiot », se dit Stilgar. Il posa les doigts sur la froide surface du projecteur de lumière avant de le glisser à sa ceinture dans la boucle de son écharpe. Il avait besoin du projecteur, mais dans le même temps, il le détestait. Le projecteur était un instrument très subtil de l'Imperium, capable de détecter la présence d'organismes vivants de grande dimension. Jusqu'à présent, il n'avait révélé que les enfants royaux dans le calme de leur chambre. Stilgar savait très bien que ses pensées et ses émotions étaient comme cette lumière. Il ne pouvait réfréner une intense et frénétique projection intérieure,
cette pulsion-là était contrôlée par quelque puissance supérieure. Elle l'amenait invariablement à cet instant où il percevait l'accumulation du danger. Ici reposait l'aimant qui pouvait attirer tous les rêves de grandeur de l'univers connu. Ici dormaient d'immenses richesses temporelles, l'autorité séculière et ce talisman mystique, le plus puissant de tous, la divine authenticité du legs religieux de Muad'Dib. Dans ces deux jumeaux, Leto et sa sœur Ghanima, une force terrible était concentrée. Durant le temps de leur vie, Muad'Dib, bien que mort, revivrait par eux. Les enfants qui dormaient ici n'étaient pas vraiment des enfants âgés de 9 ans. Ils étaient une force naturelle en même temps que des sujets de vénération et de terreur. Ils étaient nés de Paul Atréide, celui qui était devenu Muad'Dib, le Mahdi de tous les Fremen. Celui qui avait provoqué une explosion de l'humanité, explosion qui avait projeté les Fremen loin de leur monde, en un djihad qui avait déferlé sur l'univers humain, en un mascaret énorme et fervent de pouvoirs religieux dont l'ampleur et l'autorité omniprésente avaient laissé leur empreinte sur chaque planète. Pourtant, ils sont faits de chair et de sang, songeait Stilgar. En 2 coups de mon couteau, je peux leur percer le cœur, et l'euro reviendra à la tribu. Son esprit enfiévré vacilla à cette seule pensée: tuer les enfants de Muad'Dib. Mais toutes ces années l'avaient rendu habile dans l'art de l'introspection. Et Stilgar connaissait l'origine de cette pensée terrible. Elle ne pouvait être née que de la main gauche des damnés et non de la main droite de ceux qui étaient bénis. L'ayat et le bourrat de la vie ne conservaient plus que quelques rares mystères pour lui. Jadis, avec fierté, il s'était considéré comme un Fremen véritable. Le désert avait été son ami, et ce monde s'était toujours appelé Dune et non pas Arrakis, ainsi que le dénommaient les cartes impériales. Les choses étaient si simples lorsque notre Messie n'était encore qu'un songe, pensa-t-il. En trouvant enfin notre Mahdi, nous avons libéré d'innombrables délires messianiques qui se sont répandus de par l'univers. Et chacun des peuples qui a été soumis par le djihad porte maintenant en lui le rêve d'un chef à venir. Une fois encore, son regard fouilla l'obscurité de la chambre. Si mon couteau rendait la liberté à ces peuples, ferait-il de moi leur messie? Leto se retourna nerveusement sur sa couche. Stilgar soupira. Jamais il n'avait connu ce grand-père qui avait donné son nom à l'enfant. Mais nombreux étaient ceux qui considéraient que Muad'Dib avait hérité de sa force morale. Se pouvait-il que ce sens terrifiant de la droiture saute maintenant une génération? Stilgar était incapable de répondre à une telle question. Le Sietch Tabr est mien, songea-t-il. J'en demeure le maître. Pour les Fremen, je suis le naïb. Et sans moi, il n'y aurait pas eu de Muad'Dib. À présent, il y a ces enfants jumeaux. Par Shiny, qui est leur mère et fille de ma race, mon sang coule dans leurs veines. Je suis avec Muad'Dib et Shiny, ainsi qu'avec tous les autres. Qu'avons-nous fait à notre univers? Stilgar n'aurait su dire pourquoi de telles pensées lui venaient ainsi dans la nuit, ni pour quelle raison il se sentait à ce point coupable. Il s'accroupit dans les replis de sa robe. La réalité ne ressemblait absolument pas au rêve. Le désert ami, qui autrefois se déployait d'un pôle à l'autre, était désormais réduit de moitié. Le paradis immense et verdoyant promis par les légendes n'avait apporté que le doute. Non, ce n'était pas le rêve. Et, en même temps que ce monde, Stilgar avait changé. Jamais le chef de Sietch n'avait été cet homme aux pensées complexes. Il n'avait pas connu toutes ces choses, le pouvoir et les conséquences formidables des plus infimes décisions. Même en cet instant, pourtant, il devinait que tout ce savoir, cette nouvelle subtilité, appartenait à une mince couche de vernis qui recouvrait un bloc solide et dense de connaissances pareilles à du métal. Et c'était vers ce bloc plus ancien que se détournaient ses pensées, attirées par un retour à de plus saines valeurs. Les rumeurs matinales du Sietch finirent par troubler le cours de ses pensées. Ceux qui s'étaient éveillés se déplaçaient à l'intérieur de la grotte.
Une faible brise effleura les joues de Stilgar. Les sceaux des portes venaient d'être levés et la fraîcheur pénétrait. Bientôt, l'aube suivrait. Et cette brise parlait à Stilgar. Elle lui évoquait le temps et aussi la négligence. Les gens du Sietch n'observaient plus la stricte discipline de l'eau qu'ils avaient connue dans les anciens jours. Et pourquoi en aurait-il été autrement sur une planète qui désormais connaissait la pluie, sur laquelle dérivaient des nuages, alors que l'on disait que 8 Fremen avaient été noyés par une crue soudaine dans un wadi? Une noyade. Jamais auparavant le mot n'était apparu dans la langue de Dune. Mais Dune n'était plus qu'Arrakis. Et ce matin était celui d'un jour important. Jessica, songea Stilgar, la mère de Muad'Dib, la grand-mère des jumeaux royaux, revient aujourd'hui sur cette planète. Pourquoi a-t-elle décidé de mettre un terme à cet exil volontaire? Pourquoi veut-elle quitter la sécurité et le confort de Caladan pour les périls d'Arrakis? Mais il nourrissait d'autres craintes encore. Jessica devinerait-elle ses doutes, elle, sorcière du Bene Gesserit, formée par l'intense éducation des sœurs, elle, révérende mère de plein droit? Les femelles du Bene Gesserit avaient l'esprit acéré et elles étaient dangereuses. Dame Jessica exigerait-elle de lui qu'il tombe sur son couteau, ainsi qu'en avait reçu l'ordre l'Uma protecteur de Lietkynes? Et lui obéirais-je alors? Se demanda Stilgar. Encore une question à laquelle il ne pouvait répondre. Ses pensées se portaient maintenant sur Lietkynes, le planétologue, qui autrefois avait fait le rêve de changer Dune en ce monde vert et hospitalier qu'il était à présent. Lietkynes était le père de Shiny. Sans lui, jamais le rêve n'eût existé, non plus que Shiny et les jumeaux royaux. La fragilité de cette chaîne troublait Stilgar. Comment nous sommes-nous rencontrés ici? Comment avons-nous pu mêler nos existences et dans quel but? Est-il de mon devoir de mettre un terme à tout cela, de détruire cette puissante conjonction? À présent, Stilgar affrontait ce choix effrayant. Il pouvait renier l'amour et la famille et prendre une décision, ainsi qu'il convenait à un naïb en certaines occasions. Une décision de mort pour que vive la tribu. D'un certain point de vue, ce serait un acte atroce en même temps qu'une trahison. Tuer des enfants. Pourtant, il ne s'agissait pas de simples enfants. Ils avaient absorbé le mélange. Ils avaient participé à l'orgie du Sietch. Ils avaient chassé la truite des sables au plus profond du désert et partagé les jeux des autres enfants Fremen. Ils avaient leur place au Conseil royal. Ils étaient à l'âge le plus tendre, mais leur sagesse leur permettait de siéger. En vérité, seule leur chair était jeune. De par leur expérience, ils étaient anciens, nés doués de l'accumulation de la mémoire génétique, héritiers d'une connaissance effrayante qui les rendait absolument différents des autres humains, tout comme leur tante Alia. Tant de fois, durant combien de nuits, l'esprit de Stilgar avait fait le tour de cette différence, avant que le tourment ne le tire du rêve pour le ramener dans les chambres des jumeaux, laissant ses songes inachevés. Mais ses doutes, en cet instant, se précisaient. Son impuissance même à prendre une décision était une sorte de décision. Cela, il ne pouvait l'ignorer. Les jumeaux, de même que leur tante, avaient connu l'éveil dans la matrice. Ils avaient recueilli tous les souvenirs de leurs ancêtres. Grâce à l'épice, par l'intoxication de leur mère, Dame Jessica et Shiny. Mais avant d'avoir connu l'épice, Dame Jessica avait donné le jour à son fils, Muad'Dib. Alia, elle, était venue après l'épice. Rétrospectivement, cela était clair. D'innombrables générations de sélection Bene Gesserit avaient abouti à Muad'Dib, mais jamais il n'y avait eu la moindre place pour le mélange dans les plans des sœurs. Bien sûr, elle connaissait cette possibilité autant qu'elle la redoutait. C'était pour cela qu'elle l'avait baptisée l'abomination. Et elle devait avoir leur raison. Si elle déclarait qu'Alia était une abomination, alors cela devait également s'appliquer aux jumeaux. Car Shiny avait connu l'épice, son corps en avait été saturé et ses gènes avaient en quelque sorte complété ceux de Muad'Dib. Les pensées de Stilgar s'accélérèrent encore, entrèrent en fermentation. Il ne pouvait y avoir aucun doute, ces enfants étaient allés plus loin que leur père. Mais dans quelle direction?
Le garçon disait qu'il était son père, et il l'avait prouvé une fois par des souvenirs qu'il avait révélés et qui ne pouvaient appartenir qu'à Muad'Dib. Ou bien d'autres ancêtres veillaient-ils dans ce gigantesque éventail de passé? Des ancêtres dont les croyances et les coutumes faisaient peser sur les humains vivants des menaces innommables? Des abominations avaient déclaré les saintes sorcières du Béné Gesserit. Pourtant, elles convoitaient la génophase de ces enfants. Elles avaient besoin du sperme et des ovules, mais non de la chair turbulente qui les produisait. Était-ce pour cette raison que Dame Jessica revenait? Elle avait rompu avec le Béné Gesserit pour soutenir son ducal époux, mais la rumeur disait que, depuis, elle avait repris sa place parmi les sœurs. Je pourrais en finir avec tous ces rêves, songea Stilgar. Et ce serait tellement simple. Pourtant, une fois encore, il s'interrogea à son propos. Pouvait-il vraiment faire un tel choix? Les enfants de Muad'Dib étaient-ils responsables de cette réalité qui occultait les rêves des autres? Non. Ils n'étaient que les lentilles par lesquelles filtrait cette lumière qui révélait des formes nouvelles de l'univers. Déchiré, l'esprit de Stilgar revenait aux croyances initiales des Fremen. Le commandement de Dieu arrive, ne cherche pas à le hâter. C'est à lui de te montrer la voie, celle dont certains s'écartent. Par-dessus tout, il était troublé par la religion de Muad'Dib. Pourquoi en avait-il fait un dieu? Pourquoi alors que l'homme était fait de chair et que tous le savaient? Muad'Dib, l'élixir doré de la vie, avait engendré un monstre bureaucratique qui écrasait les choses humaines. Le pouvoir et la religion étaient désormais soudés, et transgresser une loi était un péché. Mettre en doute les règles édictées par le gouvernement, c'était entrer dans le blasphème. La rébellion ne pouvait appeler que le feu de l'enfer et des jugements inexorables. Pourtant, c'étaient des hommes qui forgeaient ces lois. Tristement, Stilgar hocha la tête, indifférent aux serviteurs qui maintenant pénétraient dans l'antichambre royale pour vaquer à leurs tâches matinales. Ses doigts s'étaient posés sur le kriss, pendant à sa ceinture, et ses pensées couraient vers le passé que cette arme symbolisait. Plus d'une fois, il avait sympathisé avec certains rebelles dont les soulèvements avortés avaient été écrasés sur ses ordres. La confusion gagnait dans son esprit. Il aurait tant voulu la rejeter, revenir aux évidences que ce couteau représentait. Mais l'univers ne reviendrait pas en arrière. C'était une machine géante lancée dans le champ gris de la non-existence. Si par le couteau, il infligeait la mort aux jumeaux, il ne ferait qu'introduire de nouveaux échos dans ce vide, ajoutant ainsi à une trame complexe qui, résonnant avec l'histoire humaine, engendrerait des chaos différents, lançant l'humanité, peut-être, vers d'autres formes d'ordre ou de désordre. Stilgar soupira, peu à peu conscient des mouvements alentours. Ceux des serviteurs, par exemple, qui formaient une sorte d'ordre autour des enfants de Muad'Dib. Ils allaient ainsi d'un moment au suivant, affrontant chaque nécessité dans l'instant où elle se présentait. Mieux vaut cette émulation, songea Stilgar. Mieux vaut affronter ce qui vient quand cela vient. Moi-même, je suis un serviteur et mon maître est Dieu, le miséricordieux, le passionné. Et il cita les versets familiers. Il est vrai que nous leur avons mis des chaînes au cou et jusqu'au menton, afin que se redresse leur tête. Et nous avons dressé une barrière devant eux et derrière aussi. Et sur eux, nous avons mis un toit, afin qu'ils ne puissent plus voir. Ainsi était-il écrit dans l'ancienne religion fremen. À nouveau, Stilgar hocha la tête en silencieuse approbation. Voir, connaître le moment à venir ainsi que l'avait su Muad'Dib qui discernait le futur, c'était là une force qui s'exerçait contre les choses humaines, créant d'autres lieux pour de nouvelles décisions. Si les chaînes tombaient, cela pouvait indiquer un nouveau caprice de Dieu, un acte dont la complexité transcendait l'entendement humain. La main de Stilgar s'écarta du kriss. Ses doigts demeuraient encore noués sur le souvenir de sa forme. Mais la lame, qui avait jadis brillé dans la gueule béante d'un ver des sables, resta dans son fourreau.
car Stilgar savait qu'il ne pourrait la brandir pour sacrifier les jumeaux. Il avait pris sa décision. Mieux valait conserver cette ancienne vertu qu'il avait toujours chérie, la loyauté. Mieux valent les difficultés que l'on pense connaître que celles qui défient la connaissance. Mieux vaut le présent que l'avenir du rêve. Et les rêves peuvent être vides et déchirants. Il le savait au goût amer qui lui venait maintenant à la bouche. Non, plus de rêves. Chapitre 2. Question. Avez-vous vu le prêcheur? Réponse. J'ai vu un ver des sables. Question. Qu'est donc ce ver des sables? Réponse. Il nous donne l'air que nous respirons. Question. Alors pourquoi détruire sa terre? Réponse. Parce que Shai-Hulud, le dieu vert, l'a ordonné. Les énigmes d'Arakis par Har-Kalada. Suivant l'usage Fremen, les jumeaux Atréides s'éveillaient 1 heure avant l'aube. Chacun dans sa chambre, au même instant, ils bâillèrent et s'étirèrent. Autour d'eux, les activités matinales de la grotte avaient commencé. Dans l'antichambre, ils pouvaient entendre les serviteurs qui préparaient le petit déjeuner, une simple bouillie avec des noix et des dattes mêlées à un liquide qui provenait de la fermentation partielle de l'épice. La lumière jaune et douce des brayeurs filtrait depuis le seuil. À cette seule clarté, en même temps, les 2 enfants s'habillèrent. Ils revêtirent, ainsi qu'ils l'avaient décidé ensemble, le distil qui les protégerait des vents desséchants du désert. Ensemble, ils firent leur apparition dans l'antichambre et tous ceux qui se trouvaient là s'immobilisèrent en même temps. Chacun remarqua que Leto portait une cape de cuir ourlée de noir par-dessus le tissu gris et brillant de son distil. La cape de sa sœur était verte, et comme la sienne, maintenue au cou par une agrafe d'or, le faucon des Atréides, aux yeux de gemmes rouges. Hara, l'une des épouses de Stilgar, déclara « Je vois que vous avez choisi d'honorer votre grand-mère par votre tenue. » Leto prit son bol en silence avant de lever les yeux sur le visage sombre et ridé de Hara. Lentement, il secoua la tête. « Comment sais-tu que ce n'est pas nous-mêmes que nous honorons ?» Hara soutint son regard impérieux sans ciller. « Mes yeux sont aussi bleus que les vôtres, » dit-elle enfin. Ganima se mit à rire. Hara demeurait une adepte du jeu Fremen des questions. Par cette simple phrase, elle venait de dire « Ne me défie pas, mon garçon. Tu es peut-être de sang royal, mais nous portons tous 2 les stigmates du mélange. Est-il un Fremen qui puisse désirer une autre parure, un plus grand honneur ?» Leto sourit, hochant la tête d'un air de regret. « Hara, mon amour, si tu étais plus jeune et si tu n'appartenais pas à Stilgar, je te ferais mienne. » Hara accepta cette petite victoire et fit signe aux serviteurs de se remettre à leur tâche. Ce jour était important. « Mangez, » ajouta-t-elle à l'intention des jumeaux. « Vous aurez besoin de force aujourd'hui. »« Tu admets donc que nous ne sommes pas trop beaux pour notre grand-mère » demanda Ganima, la bouche pleine de bouillie. « Il ne faut pas la craindre, Ganima, » dit Hara. Leto avala une nouvelle cuillerée et jeta un regard inquisiteur à l'adresse de Hara. Elle disposait d'un tel bon sens qu'elle se faufilait sans la moindre difficulté dans le jeu des subtilités. « Croira-t-elle que nous la craignons » demanda Leto. « Je ne le pense pas. Elle était notre révérende mère, ne l'oubliez pas. Je la connais. »« Comment Alia est-elle vêtue » demanda Ganima. « Je ne l'ai pas encore vue, » répondit laconiquement Hara, tout en se détournant. Leto et Ganima échangèrent un regard lourd de secrets partagés avant de retourner à leur bol. Un instant plus tard,
Il s'engageait dans le grand passage central du siège. « Ainsi, aujourd'hui, nous recevons une grand-mère », déclara Ganima dans l'une des langues anciennes qu'elle avait reçues en mémoire génétique. « Alia est très inquiète », commenta Leto. « Qui pourrait se défaire avec joie de tant de pouvoir ?» Leto rit doucement, un étrange rire d'adulte dans ce corps d'enfant. « Il y a plus que cela, » dit-il. « L'œil de sa mère saura-t-il voir ce que nous avons vu ?»« Pourquoi pas ?»« Ouais, » réfléchit Ganima. « Ce pourrait bien être ce que redoute Alia. » Qui d'autre connaît mieux l'abomination que l'abomination elle-même ? « Nous pourrions faire erreur, sais-tu ?» remarqua Ganima. « Mais nous avons raison. » Et Leto cita le livre d'Ajar, du Béné Gessérit. C'est avec raison et avec une terrible expérience que nous appelons le préné abomination. Car qui peut dire quelle persona maudite et perdue dans notre abominable passé a pu s'emparer de cette chair vive ? « Je connais l'histoire, » dit Ganima. « Mais si elle est vraie, pourquoi ne sommes-nous pas assaillis nous-mêmes ?»« Peut-être parce que nos parents veillent à l'intérieur de nous, » dit Leto. « En ce cas, pourquoi ne le font-ils pas pour Alia ? Je l'ignore. Peut-être est-ce parce que l'un de ses parents demeure parmi les vivants, ou plus simplement parce que nous sommes encore jeunes et plus forts. Il est possible que lorsque nous deviendrons plus âgés et plus cyniques, nous allons devoir faire attention avec cette grand-mère, dit Ganima. Et éviter de discuter de ce prêcheur qui parcourt le monde avec des paroles hérétiques. Tu ne penses pas qu'il est notre père ? Je n'ai aucun jugement à cet égard, mais Alia en a peur. Ganima secoua violemment la tête. Je ne peux croire à cette absurdité de l'abomination. Tu as autant de souvenirs que moi. Tu peux croire ce que tu désires croire. Tu penses que c'est parce que nous n'avons pas encore tenté la transe d'épices comme Alia ? C'est très exactement ce que je pense. Ils se turent, suivant lentement le flot de la foule qui s'écoulait dans le passage. Il faisait frais dans le siège Taber, mais les distis les protégeaient, et Ganima, tout comme Leto, avait rejeté en arrière le capuchon de son condenseur, dégageant ses cheveux roux. Leurs visages étaient presque identiques, avec la même bouche généreuse et les mêmes yeux absolument bleus de Libad. Leto fut le premier à déceler l'approche de leur tante. « La voilà, » dit-il simplement, employant le langage de bataille des Atréides. Comme Alia s'avançait, Ganima inclina la tête et déclara « La prise de guerre salue son illustre parente. » Employant ainsi le Tchakopsa, elle entendait mettre l'accent sur le sens véritable de son nom, Ganima, prise de guerre. « Comme vous le voyez, chère tante, dit Leto, nous nous sommes préparés afin de rencontrer votre mère. » Entre tous, dans la maison royale, Alia était la seule à ne jamais s'émouvoir du comportement adulte de ses enfants. Elle leur décocha un regard furibond avant de siffler « Tenez votre langue, vous deux !» Ses cheveux couleur de bronze étaient rejetés en arrière et maintenus par 2 anneaux d'eau en or. Sa bouche pulpeuse n'était plus qu'un trait roide. L'ovale de son visage était déformé par le souci, et de minuscules rides entouraient ses yeux 2 fois bleus. « Je vous ai prévenu l'un et l'autre de l'attitude que vous devrez adopter aujourd'hui, et vous en connaissez les raisons aussi bien que moi. »« Nous connaissons vos raisons, ma tante, mais il se peut que vous ignoriez les nôtres, » remarqua Ganima. « Gani !» gronda Alia. Leto se redressa. « Ce jour entre tous, nous ne tolérerons pas de jouer ce rôle d'enfant demeuré. »« Personne ne vous le demande, » dit Alia. « Mais nous considérons qu'il ne serait pas sage de susciter de dangereuses pensées chez ma mère. Irulan est d'accord avec moi. Qui peut savoir quel rôle va choisir Dame Jessica ? Après tout, elle est une Béné Gessérit. » Leto hocha la tête, songeant « Pourquoi Alia ne devine-t-elle pas ce que nous soupçonnons ? Est-elle déjà allée trop loin ?» Il nota tout particulièrement les subtils repères génétiques qui, sur le visage de sa tante, trahissaient la présence de son grand-père maternel. Le baron Vladimir Harkonnen
n'avait pas été un personnage particulièrement plaisant. Comme en réponse à cette pensée, le trouble revint en lui et il se dit en écho « Mais il est aussi mon ancêtre. » Dame Jessica a été éduquée pour régner, prononça-t-il. Ganima acquiesça. Pourquoi a-t-elle choisi ce moment pour revenir? Brièvement, Alia fronça les sourcils. Peut-être veut-elle seulement revoir ses petits-enfants? C'est ce que vous espérez, ma chère tante, pensa Ganima. Mais c'est diablement improbable. Elle ne peut régner ici, reprit Alia. Elle possède Caladan. Cela devrait lui suffire. Sur un ton conciliant, Ganima demanda « Lorsque notre père est allé mourir au désert, il vous a nommée régente. Vous avez une plainte à formuler ?» C'était un choix raisonnable, dit Leto, emboîtant le pas à sa sœur. Vous étiez la seule à savoir ce qu'il en était que d'être née comme nous étions nés. La rumeur, coupa Alia, prétend que ma mère est retournée auprès des sœurs. Et vous savez l'un et l'autre ce que le Béné Gesserit pense de l'abomination, dit Leto. Oui, cria Alia d'un ton rageur. Sorcière un jour, sorcière toujours, renchérit Ganima. C'est ce que déclarent les sœurs. Et Leto songea, Sœurette, tu joues un jeu bien dangereux. Il vint à sa rescousse. Notre grand-mère était plus simple que toute personne de même rang. Vous avez ses souvenirs en vous, ma tante. Vous savez donc certainement à quoi vous attendre. Simple, s'exclama Alia en secouant la tête. Son regard courut dans la foule avant de revenir sur les jumeaux. Si ma mère avait été moins complexe, vous ne seriez pas ici, et moi non plus. J'aurais été son premier enfant et rien de tout ceci. Elle haussa à demi les épaules. Je vous avertis tous les deux. Faites très attention aujourd'hui. Ses yeux se portèrent au loin dans le passage. Mais voici ma garde. Et vous persistez à penser qu'il ne serait pas sûr pour nous de vous accompagner au spatioport, demanda Leto. Attendez-moi ici, je vous la ramènerai. Leto jeta un bref regard à sa sœur. Vous nous avez dit bien des fois que tous ces souvenirs que nous portons en nous et qui nous viennent de nos ancêtres ne nous seront utiles qu'une fois que nous aurons acquis suffisamment d'expérience dans notre chair pour qu'ils acquièrent quelque réalité. Nous le croyons. Nous pensons que l'arrivée de notre grand-mère annonce de dangereux changements. En ce cas, gardez-en la conviction, dit Alia avant de rejoindre ses gardes, qui aussitôt l'entourèrent et l'escortèrent en hâte vers l'entrée officielle où étaient garés les ornithoptères. Ganima essuya une larme au coin de son œil droit. « De l'eau pour le mort ?» murmura Leto en lui prenant le bras. Elle inspira profondément, et ce fut comme un soupir. Elle avait observé sa tante, elle avait fait appel au mieux à toutes les expériences ancestrales accumulées en elle. « C'est la transe de l'épice qui a accompli cela ?» demanda-t-elle. Mais elle savait déjà ce que son frère allait répondre. « Tu as une meilleure suggestion ?» En supposant que ce soit vrai, pourquoi notre père et notre grand-mère tout aussi bien n'ont-ils pas succombé, eux? Leto observa sa sœur durant un instant. Tu connais la réponse aussi bien que moi. Lorsqu'ils sont arrivés sur Arrakis, leur personnalité était déjà fixée. La transe de l'épice, eh bien, il eut un haussement d'épaules là. Ils n'étaient pas natifs de ce monde, ils n'y avaient pas reçu l'héritage de leurs ancêtres. Alia, de son côté, « Pourquoi n'a-t-elle pas cru aux mises en garde du Béné Gesserit ?» demanda Ganima en se mordant la lèvre inférieure. Elle avait les mêmes sources d'informations que nous. Les sœurs l'appelaient déjà l'abomination. Est-ce que tu aurais envie de voir si tu peux être plus forte que toutes ces... Non, je n'en ai pas envie. Ganima évita le regard incisif de son frère et frémit. Il lui suffisait de consulter sa mémoire génétique pour découvrir l'éclatant relief des avertissements du Béné Gesserit. Les prénés tendaient généralement à devenir d'haïssables adultes. Et la cause probable, elle frémit de nouveau. Dommage que nous n'ayons pas quelques prénés parmi nos ancêtres, dit Leto. Peut-être en avons-nous? Dans ce cas, ah oui, la vieille question sans réponse. Avons-nous vraiment libre accès à la totalité des expériences et souvenirs de nos ancêtres?
Par la turbulence de ses propres émotions, Leto savait à quel point ses paroles devaient inquiéter sa sœur. Bien des fois, ils s'étaient ensemble posé la question sans jamais y trouver de réponse. Chaque fois qu'elle nous incitera à la transe, nous devrons atermoyer sans cesse. Prendre garde à la surdose d'épices, telle est notre meilleure défense. Une surdose demande beaucoup d'épices, observa Ganima. Notre tolérance est certainement élevée. Il suffit de considérer ce qu'Alia doit absorber. J'ai pitié d'elle. Elle a dû subir si longtemps cet attrait, cette approche lente et sournoise, jusqu'au moment où... Oui. Alia est une victime, dit Leto, de l'abomination. Mais nous pourrions nous tromper? Exact. Souvent, je me demande si la prochaine mémoire ancestrale que je vais rencontrer ne sera pas celle... Le passé est sous ton oreiller. Il faut que nous ayons l'occasion d'en discuter avec notre grand-mère. Et sa mémoire que je porte semble m'y inciter aussi, dit Leto. Ganima soutint son regard avant de conclure. Trop de connaissances ne facilitent pas les plus simples décisions. Chapitre 3. Le sietch au seuil du désert fut celui de Liette, fut celui de Kynes, celui de Stilgar, puis de Muad'Dib, et encore celui de Stilgar plus tard. L'un après l'autre, les naïbs dorment au désert, mais le sietch veille auprès du sable. Extrait d'un chant Fremen. En s'éloignant des jumeaux, Alia avait le cœur battant. Durant quelques secondes, elle avait failli céder à une impulsion qui la poussait à demeurer à leur côté et à implorer leur assistance. Faiblesse imbécile. Ce souvenir seul répandait dans son esprit un silence alarmant. Ces enfants oseraient-ils user de la prescience? Ce chemin sur lequel leur père s'était perdu devait les fasciner. Cette transe d'épices qui apportait des visions de l'avenir changeante et imprécise, comme un paysage observé au travers d'un voile de gaz flottant sous un vent capricieux. Pourquoi ne puis-je voir l'avenir? Se demanda-t-elle. Plus j'essaie de le discerner, plus il me fuit. Il faut que les jumeaux essaient, décida-t-elle. Il est possible de les séduire. Ils ont la curiosité des enfants et sont liés à des souvenirs qui ont des millénaires d'âge. Tout comme moi. Les gardes ouvrirent les sceaux de l'entrée officielle du siège et s'écartèrent. Alia s'avança sur la plateforme où étaient posés les ornis. La journée était claire, à peine embrumée par le vent de sable. Elle perçut l'accélération de ses pensées à la seconde même où elle quittait la clarté des brieurs pour celle du soleil. Pourquoi Jessica revenait-elle aujourd'hui? Certaines rumeurs avaient-elles fini par atteindre Caladan? Ces rumeurs qui disaient que la régence... « Il faut nous hâter, madame », lança l'un des gardes dans le sifflement du vent. Tandis qu'on l'aidait à monter à bord et à passer le harnais de sécurité, Alia donna libre cours à ses pensées. Pourquoi maintenant? À l'instant où s'inclinaient les ailes de l'ornie, tandis que l'appareil glissait sur les courants ascendants, elle eut une conscience physique de l'éclat et de la force de sa position, mais c'étaient là des éléments fragiles, si fragiles. Pourquoi maintenant? Se demanda-t-elle encore. Pourquoi, alors que ses plans avaient presque abouti? Les nappes de poussière se déchirèrent en s'écartant, et Alia découvrit le paysage changeant sous un clair soleil, les vastes archipels de végétation qui se déployaient là où, jadis, il n'y avait eu que la terre aride. Je peux échouer si je n'ai pas cette vision de l'avenir. Si seulement je pouvais voir, tout comme Paul, je pourrais accomplir des merveilles. Et moi, je ne connaîtrais pas l'amertume de la prescience. Oh non. Elle éprouvait soudain une soif douloureuse et un frisson la parcourut. Elle aurait tant voulu rejeter son pouvoir, être comme les autres, aveugle dans la nuit la plus sûre, vivre la semi-existence hypnoïde dans laquelle le choc de la naissance projetait la plupart des êtres. Mais non. Elle était de sang Atréide,
née d'une mère intoxiquée par l'épice, victime d'une perception qui plongeait loin dans les siècles. Pourquoi ma mère revient-elle aujourd'hui? Gurney Halleck serait avec elle. Il restait le dévoué serviteur qu'il avait été, la dague loyale, la mine laide, le cœur droit. Le musicien qui jouait les accords du meurtre sur sa lancette, aussi bien que ceux du plaisir sur la balisette à 9 cordes. Certains prétendaient qu'il était devenu l'amant de Dame Jessica, une chose qui restait à prouver et qui pouvait s'avérer un outil efficace. Tout à coup, Alia ne souhaitait plus être comme chacun. Il faut que Leto accepte la transe. Elle se rappelait avoir demandé à l'enfant comment il se comporterait en face de Gurney Halleck. Et Leto, devinant les implications de la question, lui avait répondu que Halleck était loyal à une faute, avant d'ajouter « Il avait de l'adoration pour mon père ». Cette hésitation, aussi brève qu'elle ait été, n'avait pas échappé à Alia. Leto avait bel et bien failli dire « pour moi ». Oui, il était difficile à certains moments de séparer la mémoire génétique de la voix vivante. Gurney Halleck ne rendrait certainement pas la chose plus aisée. Un sourire dur joua sur les lèvres d'Alia. Après la mort de Paul, Gurney avait choisi de regagner Caladan avec Dame Jessica. Son retour allait rendre bien d'autres choses plus complexes. Sur Arrakis, il ajouterait les lignes enchevêtrées de sa personnalité à l'écheveau existant. Il avait été au service du père de Paul. En vérité, il était passé de Leto Ier à Paul. Il ne ferait que passer à Leto II. Il en était de même pour le programme Bene Gesserit, de Jessica à Alia, puis à Ghanima. Telle était la branche génétique. Oui, Gurney, en accentuant la confusion des identités, pouvait jouer un rôle utile. Que ferait-il s'il venait à découvrir que nous portons en nous le sang des Harkonnen, ces mêmes Harkonnen qu'il hait avec tant de violence? Le sourire d'Alia devint plus intérieur. Les jumeaux, en vérité, étaient des enfants. Des enfants aux parents innombrables, doués de leur mémoire propre en même temps que de celle des autres. Sur la plateforme, au seuil du sietch, ils observaient le sillage du vaisseau de leur grand-mère glissant vers le bassin Arrakeen. Cette trace ardente dans le ciel de la planète donnerait-elle plus de réalité à la venue de Jessica? Elle va m'interroger à propos de leur éducation, se dit Alia. Suis-je suffisamment judicieuse dans la répartition des disciplines prana et bindu? Je lui répondrai que les jumeaux s'éduquent par eux-mêmes, ainsi que je l'ai fait, et je lui citerai son propre petit-fils. Parmi les responsabilités du gouvernement, il y a le devoir de punir, mais seulement quand la victime l'exige. Il vint alors à l'idée d'Alia que si elle incitait Jessica à porter toute son attention sur les jumeaux, certaines autres personnes pourraient échapper à un examen trop poussé. Cela était possible. Leto était très semblable à Paul. Quoi d'étrange? Il pouvait être Paul selon son gré. Ghanima, elle aussi, possédait ce don terrifiant. Tout comme je puis être ma mère, ainsi que tous ceux qui ont laissé leur vie en moi. Alia repoussa cette pensée à l'instant où l'ornie survolait la région du mur du bouclier. Puis elle songea, comment était-ce donc pour elle de quitter la douceur de Caladan, la sécurité de l'eau, pour retrouver Arrakis, ce monde désertique où l'on a assassiné son duc, où son fils est mort en martyr. Pourquoi Dame Jessica revenait-elle à cette heure? Alia ne pouvait discerner la moindre réponse sûre. Elle pouvait partager les perceptions d'un égo étranger, mais lorsque les expériences suivaient des cours divergents, les motivations divergeaient de même. Le noyau des décisions résidait dans chacune des actions propres à l'individu. Pour les prénés, les multinés Atréides, cela demeurait une absolue réalité, une autre forme de naissance, la totale séparation de l'être de chair, de l'être qui respire, et de la matrice où il a reçu sa conscience multiple. Alia éprouvait à la fois de l'amour et de la haine pour sa mère, et elle ne voyait rien d'étrange en cela. C'était une chose nécessaire, un équilibre qui ne tolérait pas les reproches ni la culpabilité. Où pouvaient s'arrêter l'amour et la haine? Pouvait-on reprocher au Bene Gesserit d'avoir dessiné une trajectoire particulière pour Dame Jessica? Quand la mémoire couvrait des millénaires,
la culpabilité et les reproches devenaient flous. Les sœurs avaient tenté de parvenir au Kwisatz Haderach, l'équivalent mâle d'une révérende mère dans sa plénitude. Et plus encore, un être humain doué d'une conscience et d'une sensibilité supérieures. Le Kwisatz Haderach, celui qui pouvait être simultanément en bien des lieux. Dame Jessica, simple pion dans ce jeu génétique, avait commis la faute grossière de tomber amoureuse du partenaire qui lui avait été assigné aux seules fins de reproduction. Soumise à la volonté de son duc bien-aimé, elle avait ainsi donné le jour à un fils et non à la fille que le Béné Gesserit lui avait ordonné de concevoir comme premier-né. Et, avant de me porter comme second enfant, elle a été soumise à l'épice. À présent, le Béné Gesserit me rejette. Les sœurs me craignent. Et elles ont de bonnes raisons pour cela. Paul, leur Kwisatz Haderach, était né une vie trop tôt. Erreur mineure si l'on considérait l'immensité du plan élaboré. Désormais, les sœurs affrontaient un nouveau problème, l'abomination. Celle qui portait ces gènes précieux qu'elles recherchaient depuis tant de générations. Alia sentit une ombre passer sur elle et leva les yeux. Son escorte prenait sa formation de couverture, en prélude à l'atterrissage. Irritée par ses pensées, Alia secoua nerveusement la tête. Pouvait-elle espérer quelque assistance en appelant les existences anciennes qui se trouvaient en elle et en mêlant leurs multiples erreurs? Seule comptait cette existence-ci, neuve et bien réelle. Duncan Idaho lui-même avait fait appel à sa conscience de mentat, à ses facultés d'ordinateur humain pour tenter de répondre à la question du retour de Jessica. Et sa réponse était que Jessica revenait afin de s'emparer des jumeaux pour les sœurs du Béné Gesserit qui convoitaient leur gène rarissime. Il se pouvait bien que Duncan eût raison. Un motif d'une telle importance avait pu arracher Dame Jessica à Caladan. Les ordres des sœurs étaient impérieux. Quelle autre raison, d'ailleurs, aurait pu la ramener sur ce monde où elle avait connu tant de peines? « Nous verrons bien, » murmura Alia. Lornie prit contact avec la terrasse de son donjon et la secousse violente propagea en elle un pressentiment sinistre. Chapitre 4. Mélange ou mélange. Nom commun masculin d'origine incertaine. Présumé dérivé de l'ancien langage franc terrien. A. Composition à base d'épices. B. Épices propres à Arrakis, d'une, et dont les propriétés gériatriques furent relevées par Yanshu Fashkoko, chimiste royal, sous le règne de Shakad le Sage. Mélange arrakine n'existe que dans le désert profond de la planète Arrakis. Lié aux visions prophétiques de Paul Muad'Dib, Atréide, premier Mahdi des Fremen. Employé également par les navigateurs de la Guilde spatiale et les sœurs du Béné Gesserit. Dictionnaire royal, 5e édition. Dans la lumière de l'aube, les deux grands félins bondissaient souplement vers la crête rocheuse. Ce n'était pas encore l'heure fiévreuse de la chasse. Ils faisaient simplement le tour de leur territoire. C'étaient des tigres Laïsa, dont la race génétiquement améliorée avait été importée sur la planète Salusa Secundus 8000 ans auparavant. Les manipulations génétiques avaient effacé certains des traits dominants du tigre terrien pour en renforcer d'autres. Les crocs restaient longs, mais les pattes plus larges permettaient aux tigres de se déplacer en terrain pulvérulent. De même, leurs griffes rétractiles atteignaient maintenant 10 cm de long, et leur extrémité était affûtée comme un rasoir par l'effet de l'abrasion du fourreau. Leur pelage roux et uni les rendait presque invisibles sur le sable. Un ultime détail les différenciait totalement de leurs ancêtres terrestres. Des cerveaux stimulateurs avaient été implantés dans leur cerveau quelques jours après leur naissance. Pour l'homme qui manipulait l'émetteur, ils n'étaient plus que des marionnettes. La journée était froide. Les deux fauves venaient de s'immobiliser. Ils exploraient l'horizon du regard, leur haleine se changeant en buée loin devant leurs mufles. Cette région de Salusa Secundus était âpre et dénudée.
On y trouvait encore quelques maigres truites des sables, ramenées frauduleusement d'Arrakis, et qui survivaient péniblement dans l'attente du jour improbable où s'effondrerait le monopole du mélange. Le paysage que contemplaient les tigres Laïsa était ponctué de rochers ocres et de buissons épars, dont les taches d'argent et de vert occellaient les longues colonnes des ombres du matin. Tout à coup, les félins furent en alerte. Un bref frémissement parcourut leur pelage. Lentement, leurs yeux pivotèrent vers la gauche, puis leur tête suivit. Au loin, dans le décor desséché, 2 enfants se hissaient à grand-peine sur une crête rocheuse, se tenant par la main. Ils n'avaient pas plus de 10 ans. Ils avaient tous deux les cheveux roux et par-dessus leurs distilles, ils portaient un somptueux burqa blanc dont l'ourlet et la cagoule étaient décorés du faucon des Atréides brodé de rubis. Ils bavardaient joyeusement et leur voix parvenait clairement aux tigres en maraude. Les Laïsa connaissaient bien ce jeu. Ils y avaient participé déjà, mais ils ne perdaient rien de leur calme pour l'heure, attendant le signal d'attaque de l'émetteur. Un homme fit son apparition sur une éminence derrière eux. Il s'immobilisa pour observer la scène, son regard scrutant tour à tour les enfants et les fauves. Il portait l'uniforme des Sardaukar, gris et noir, avec les insignes de l'Evenbrek, sous Bachar. L'émetteur n'occupait qu'un volume réduit sur son torse. Il était maintenu simplement par un harnais passé à son cou et sous ses aisselles, les commandes étant ainsi à portée de la main. Les félins n'eurent aucune réaction à sa vue. Ils connaissaient leur maître par l'odorat et l'ouïe. Le Sardaukar dévala la pente, s'immobilisa à moins de 2 pas des fauves et lentement s'épongea le front. Si l'air était glacé, la poursuite était torride. Les yeux pâles du Levenbrek ne quittèrent les 2 enfants que pour revenir au tigre. Une mèche de cheveux blonds et humides de sueur glissa sur son front, qu'il repoussa nerveusement sous son casque noir de chasse. Puis sa main se porta nerveusement vers le microphone implanté dans son larynx. Les fauves les ont repérés. « Nous les voyons », dit une voix dans les récepteurs implantés derrière ses oreilles. « Maintenant ?» demanda le Levenbrek. « Attaqueraient-ils sans en avoir reçu l'ordre ?»« Ils sont prêts. »« Très bien. Voyons donc si ces 4 séances auront suffi. Dites-moi lorsque vous serez prêts. »« Quand vous voudrez. »« Alors allons-y, » dit le Levenbrek. Il libéra tout d'abord une barre qui protégeait une touche rouge à droite du clavier, sur laquelle il appuya. Les 2 tigres, désormais, étaient libérés de leur laisse électronique. Néanmoins, le Levenbrek garda un doigt près de la touche noire, juste à côté de la rouge. Il lui suffirait de l'enfoncer pour arrêter net les fauves si jamais ils venaient à l'attaquer. Mais ils ne lui prêtèrent pas attention. Pour l'instant, ramassés sur eux-mêmes, ils venaient d'entamer leur progression en direction des enfants. Leurs énormes pattes effleuraient à peine le sable. Rassuré, le Levenbrek s'assit pour les observer. Il n'était pas sans savoir que, quelque part, dissimulé, un transœil captait la scène pour quelques surveillants installés dans le donjon de son prince. Tout à coup, les tigres progressèrent par bonds et se ruèrent à l'attaque. Les enfants, tout occupés à leur escalade, n'avaient pas conscience du danger. L'un d'eux émit un rire aigu qui laissa dans l'air glacé des échos cristallins. L'autre, à la même seconde, perdit l'équilibre, se rétablit de justesse et, se retournant, aperçut les fauves. Il tendit la main. « Regarde !» Ils étaient encore ainsi, tournant la tête, étonnés, lorsque les 2 Laïsa bondirent. Ils moururent dans l'instant, sans drame, le cou brisé, et chacun des fauves entama son repas. « Faut-il les rappeler ?» demanda le Levenbrek. « Laissez-les finir, ils ont bien travaillé. J'en étais certain, ils sont absolument superbes. »« Ce sont les meilleurs que je connaisse, » dit le Levenbrek. « Oui, ils sont vraiment excellents. Nous vous envoyons un véhicule. À présent, nous devons décrocher. » Tout en s'étirant, le Levenbrek se redressa. Il évitait soigneusement de regarder sur sa gauche, vers le haut, là où il avait repéré un reflet qui trahissait la présence du transœil qui avait transmis son exploit au Bachar installé là-bas, dans les vertes étendues du Capitole. Il eut un sourire.
Ce beau travail lui vaudrait une promotion. C'était presque comme s'il sentait le nouvel insigne à son cou, celui de Bator. Plus tard, il serait Berseg, et un jour, peut-être, Bachar à son tour. Ceux qui servaient avec talent et loyauté dans le corps de Faradin, le petit-fils de feu Shaddam IV, en étaient récompensés par des promotions généreuses. Plus tard encore, lorsque son prince aurait pris la place qui lui revenait sur le trône, il y aurait des promotions plus importantes encore. Il pouvait espérer être plus qu'un Bachar. Tant de comtés et de baronnies seraient disponibles sur les mondes innombrables de ce royaume, lorsque les jumeaux Atréides en auraient été bannis. Chapitre 5. Le Fremen se doit de retrouver sa foi ancienne, son ancien génie de former des communautés humaines. Il doit retrouver son passé et cette leçon de survie qu'il a apprise en luttant pour Arrakis. Le seul souci d'un Fremen devrait être d'ouvrir son âme aux enseignements intérieurs. Il n'y a nul message pour lui qui puisse venir des mondes de l'Imperium, du Landsraad, de la Chaume. Cela ne saurait que lui dérober son âme. Le prêcheur en Arrakeen. Le transport spatial craquait et gémissait après sa traversée brûlante de l'atmosphère, et tout autour de Dame Jessica, aussi loin que pouvait porter son regard, un océan humain venait déferler sur l'étendue désertique. Un demi-million d'êtres, songea-t-elle, dont seulement moins d'un tiers de pèlerins, sans doute. Tous observaient un silence impressionnant. Tous les regards étaient rivés sur la plateforme de la nef. Dame Jessica et sa suite étaient encore invisibles dans l'ombre du panneau de débarquement. Dans 2 heures, le soleil serait au zénith, mais déjà le ciel au-dessus de la multitude avait cette scintillance brumeuse qui annonçait un jour torride. Jessica porta la main à ses cheveux de cuivre, entretissés d'argent, qui soulignaient l'ovale de son visage. Elle s'abritait sous le capuchon à bas de révérende mère. Elle n'aimait guère le noir et n'ignorait pas que la fatigue du long voyage devait se lire sur ses traits. Mais la circonstance exigeait qu'elle fût ainsi vêtue. Les Fremen comprendraient le sens de là-bas. Elle eut un soupir. Les voyages spatiaux ne lui convenaient guère. Au cours de celui-ci, elle avait pu sentir le poids écrasant des souvenirs, de cet autre voyage de Caladan vers Arrakis, en compagnie de son duc, lorsqu'il avait été contraint de prendre possession de ce fief, contre le sentiment de sa raison. Lentement, son regard parcourut l'étendue humaine en quête de l'infime détail qui ne pouvait échapper à ses sens de Bene Gesserit. Des capuches de distilles du même gris terne, les Fremen du désert profond. Des robes blanches portant les marques de pénitence aux épaules, des pèlerins. Et çà et là, des îlots de riches marchands, têtes nues et légèrement vêtus pour bien marquer leur dédain de l'économie d'eau. Et puis aussi, une délégation de la Société des fidèles, robes vertes, capuchons lourds, isolés, enfermés dans leur sainteté. Le regard de Jessica monta vers le ciel, et à cet instant seulement, elle retrouva l'atmosphère d'autrefois, du jour lointain où elle était arrivée sur Arrakis avec son duc bien-aimé. Il y avait de cela combien de temps? Plus de 20 années. Tant de battements de cœur. Cette idée l'emplissait d'effroi. En elle, le temps était une chose morte, un poids d'absence, comme si toutes ces années passées loin de ce monde ne pouvaient avoir rang d'existence réelle. Une fois encore, me revoici dans la gueule du dragon, songea-t-elle. Ici même, dans cette plaine, son fils avait vaincu l'empereur Shaddam IV. Ces lieux avaient connu une convulsion historique dont l'empreinte sur l'esprit et les croyances des hommes n'était pas près de s'effacer. Derrière elle, Jessica devina les murmures nerveux des gens de sa suite
et pour la seconde fois, elle émit un soupir. Ils attendaient tous Alia, qui pour quelque raison inconnue avait été retardée. Mais la suite d'Alia approchait, là-bas, créant une espèce de vague à mesure que les gardes royaux ouvraient un chemin au sein de la foule. Une fois encore, le regard de Jessica balaya la scène. Déjà, elle avait remarqué bien des différences. Un balcon de prière avait été ajouté à la tour de contrôle. Là-bas, sur la gauche, loin dans la plaine, se dressait l'amas terrifiant de Plastacier qui avait été le bastion de Paul, sa forteresse au-dessus des sables. La plus gigantesque construction jamais conçue par un cerveau humain, qui aurait pu aisément contenir des cités entières et qui, pour l'heure, abritait le plus puissant gouvernement de l'Impérium, la société des fidèles qu'Alia avait construite sur le corps de son frère. Il faut balayer ça, se dit Jessica. À présent, la délégation d'Alia, qui avait atteint le bas de la rampe, attendait. Jessica reconnut le visage parcheminé de Stilgar. Et, oui, plaise à Dieu, c'était bien la princesse Irulane, là-bas, son corps si séduisant, le casque d'or de ses cheveux à peine soulevés par la brise, dissimulant parfaitement sa férocité. Irulane, qui semblait ne pas avoir vieilli d'un jour. Quel affront! Et là, à l'extrême pointe du triangle, Alia. Ses yeux étaient fixés sur la plateforme noyée dans l'ombre, et Jessica, sondant le moindre trait du visage de sa fille, si impudent par sa jeunesse, fut soudain gagnée par un sentiment oppressant. Et le ressac de son existence revint tonner à ses oreilles. Non, les rumeurs n'avaient pas menti. Horrible, horrible. Alia était partie sur la voie interdite. N'importe quel initié aurait lu cela sur son visage. Une abomination. Dans le moment qui suivit, où elle trouva la force de dominer ses émotions, Jessica comprit que jamais elle n'avait cessé d'espérer que les rumeurs fussent l'écho de la calomnie. Mais les jumeaux, se demanda-t-elle, sont-ils donc condamnés eux aussi? Lentement, ainsi qu'il convenait à la mère d'un dieu, elle sortit de l'ombre et s'avança sur la rampe. Derrière elle, les gens de sa suite n'esquissèrent pas le moindre mouvement ainsi qu'elle le leur avait ordonné. Les instants qui allaient suivre seraient décisifs. Maintenant, elle se tenait seule devant la foule immense. Derrière elle, Gurney Halleck émit une toux nerveuse. Pas même un bouclier, avait-il protesté. Par les dieux des enfers, femme, vous perdez la tête. Mais l'une des qualités les plus marquées de Gurney était son pouvoir d'obéissance. Il disait toujours ce qu'il avait à dire, mais ensuite il obéissait. Maintenant comme toujours. À l'instant où Jessica parut, un sifflement monta de l'océan humain, comme l'appel d'un ver géant. Elle leva les bras dans le geste de bénédiction requis par la prêtrise de l'Impérium. Réagissant aussitôt comme un seul et colossal organisme, avec quelques zones d'hésitation très précises, la foule se mit à genoux. Les gens de la suite officielle eux-mêmes s'inclinèrent. Mais Jessica avait déjà identifié les hésitants, et certainement d'autres regards que le sien, certains derrière elle et d'autres encore. Ceux de ses agents immergés dans la cohue avaient relevé la carte instantanée et précise des retardataires de la génuflexion. Gurney et ses hommes firent très vite leur apparition. Jessica demeura immobile, les bras levés. Ils s'engagèrent sur la rampe, indifférents au regard de surprise des officiels, et rapidement établirent le contact avec les agents qui s'identifiaient à leur approche par signes codés. Ils s'infiltrèrent dans la foule comme des nervures, traversant les rangs serrés des fidèles. Quelques-uns parmi ceux qu'ils visaient prirent conscience du danger et tentèrent de fuir. Ils furent les premiers atteints. Couteaux et cordes jaillirent, frappèrent, étranglèrent. Les fuyards tombèrent. Ceux qui n'avaient pas bougé furent ramenés, mains liées et pieds entravés. Jessica n'avait pas un frémissement. Ses bras étaient toujours levés au-dessus de la foule qu'elle dominait et paralysait. Pourtant, elle n'en lisait pas moins clairement les rumeurs qui se répandaient, et entre toutes, celles qui avaient été implantées.
la révérende mère est revenue pour éclaircir les rangs des moins zélés. Bénie soit la mère de notre Seigneur. » Elle ne baissa les bras que lorsque tout fut terminé. Quelques corps étendus sur le sable, des prisonniers enfermés dans les soutes de la tour de débarquement. Il ne s'était pas écoulé plus de 3 minutes. Elle savait qu'il était peu probable que Gurney et ses hommes aient réussi à s'emparer des têtes du complot, des hommes les plus intelligents, les plus intuitifs, ceux qui représentaient la menace la plus sérieuse. On pouvait cependant espérer une prise intéressante parmi tous les captifs, lorsque les imbéciles et les incapables auraient été écartés. À la seconde où Jessica baissa les bras, la foule des fidèles se releva avec un seul cri. Seule, une fois encore, elle reprit sa marche, comme si nul incident n'était intervenu. Évitant sa fille, elle se concentra sur Stilgar. Elle remarqua les traces grises dans le flot noir de sa barbe qui jaillissait du haut de son distil en un delta touffu. Pourtant, dans son regard, elle retrouvait la même intensité que lors de leur toute première rencontre dans le désert. Stilgar savait ce qui venait de se passer et il l'approuvait. En véritable naïb des Fremen, en chef absolu capable des plus sanglantes mesures. Ses premiers mots soulignèrent son attitude. « Bienvenue en votre maison, madame. C'est toujours un plaisir pour moi que le spectacle d'une action efficace et directe. » Jessica se permit un sourire discret. « Faites fermer le port, Stil. Que nul ne puisse en sortir avant que nous ayons interrogé les prisonniers. » « C'est chose faite, madame. J'ai travaillé sur ce plan avec les hommes de Gurney. »« C'étaient donc vos gens qui nous ont aidés. »« Certains d'entre eux, madame. » Elle lut clairement les réserves muettes du naïb et acquiesça. « Vous m'avez étudié de très près durant ces jours passés, Stil. »« Ainsi que vous avez bien voulu me le dire autrefois, madame. C'est en observant les survivants que l'on apprend d'eux. » C'est alors qu'Alia s'avança. Stilgar s'écarta et Jessica fut confrontée à sa fille. Elle savait qu'il n'y avait aucun moyen de dissimuler ce qu'elle avait appris, et elle n'en essaya donc aucun. Alia pouvait lire en elle tout ce qu'elle désirait, de même que chaque sœur. D'ores et déjà, les actes de Jessica avaient dû lui apprendre ce qui avait été vu et compris. Elles étaient ennemies. Quant au terme « mortel », il ne faisait que les effleurer. Alia opta pour la colère, qui était la réaction la plus facile et la mieux adaptée au moment. « Comment avez-vous pu décider une telle action sans même me consulter ?» demanda-t-elle en se penchant vers sa mère. « Ainsi que tu l'as entendu, Gurney lui-même ne m'avait pas mis au courant de l'ensemble du plan. Nous pensions... »« Et toi, Stilgar ?» interrompit Alia. « À qui es-tu donc loyal ?»« J'ai prêté serment aux enfants de Muad'Dib, » dit Stilgar d'un ton roide. « Nous venons d'écarter une menace dirigée contre eux. »« Mais cela ne devrait-il pas t'emplir de joie, ma fille ?» demanda Jessica. Alia eut un battement de cils, regarda brièvement sa mère, puis maîtrisa la tempête qui se déchaînait en elle. Un sourire glacé vint jouer sur son visage. « Mais, ma mère, je suis bouleversée de joie. » Et à sa grande surprise, Alia découvrit qu'elle éprouvait une joie réelle, intense, à cette confrontation ouverte entre elle et sa mère. L'instant qu'elle avait redouté était passé et l'équilibre du pouvoir n'en avait pas réellement été modifié. « Nous discuterons de cela à un moment plus favorable, » dit-elle, s'adressant à sa mère autant qu'à Stilgar. « Mais certainement, » approuva Jessica en se tournant d'un mouvement définitif vers la princesse Irulan. Le temps de quelques battements de cœur, Jessica et la princesse se dévisagèrent en silence, comme deux sœurs du Bene Gesserit qui avaient rompu leur serment pour la même cause, l'amour. Comme deux femmes qui avaient perdu l'homme qu'elles aimaient. En vain la princesse Irulan avait-elle aimé Paul, en vain était-elle devenue sa femme et non sa compagne. Désormais, elle ne vivait plus que pour les enfants nés de la concubine de Paul, Shiny. « Où sont mes petits-enfants » demanda enfin Jessica. « Au Sietch Taber. »
À ce que je comprends, il y a trop de danger ici pour eux. Irulan acquiesça d'un signe discret. Elle avait observé l'affrontement de Jessica et d'Alia, mais elle l'interprétait ainsi que l'avait voulu Alia. Jessica est retournée auprès des sœurs, et nous savons l'une comme l'autre qu'elles ont conçu des plans pour les enfants de Paul. Irulan avait toujours été loin d'être une parfaite adepte du Bene Gesserit. Plus que de toute autre raison, elle tirait sa valeur d'être la fille de l'empereur Shaddam IV, et elle était trop orgueilleuse pour faire l'effort de développer ses dons. À présent, elle prenait position d'une façon tranchante qui ne faisait guère honneur à son éducation. « Vraiment, Jessica, dit-elle, le conseil royal aurait dû être avisé. Vous avez commis une faute en n'agissant que par « Dois-je croire qu'il ne se trouve personne pour faire confiance à Stilgar ?» Irulan savait bien qu'il ne pouvait y avoir de réponse à une telle question. À son grand soulagement, les délégués ecclésiastiques, incapables de contenir plus longtemps leur impatience, se pressaient autour d'elle. Le regard d'Irulan rencontra celui d'Alia et elle se dit « Jessica, plus arrogante et sûre d'elle que jamais auparavant. » Un axiome Bene Gesserit s'imposa brusquement à son esprit. Les arrogants ne font rien d'autre que d'édifier des châteaux où ils cachent leurs craintes et leurs doutes. Mais cela pouvait-il s'appliquer à Jessica? Certes non. Donc, elle se donnait une attitude. Dans quel but? Cette nouvelle question troublait Irulan. Bruyamment, les prêtres s'agglutinaient autour de la mère de Muad'Dib. Quelques-uns seulement osaient poser la main sur son bras, la plupart se prosternaient en psalmodiant des souhaits de bienvenue. Ce fut enfin le tour des supérieurs, qui, se pliant au protocole, le premier sera le dernier, se présentèrent devant la très sainte révérende mère pour l'inviter, avec le sourire de circonstance, à la cérémonie officielle de lustration qui allait avoir lieu au donjon, l'ancienne forteresse de Muad'Dib. Jessica dévisagea les deux prêtres et les trouva repoussants. L'un se nommait Javid. Il était jeune, l'air hostile, en dépit de ses joues rebondies. Dans la pénombre de ses orbites, elle lut distinctement tous ses soupçons. L'autre, qui répondait au prénom de Zebatalef, était le second fils d'un naïb qu'elle avait connu durant les anciens jours d'Arakis. Il ne manqua pas de le lui rappeler. Celui-là était facile à classer. Impitoyable et paillard, barbe blonde encadrant un visage mince, il dégageait une impression d'émotion secrète et de savoir profond. Pour Jessica, à l'évidence, Javid était le plus dangereux. Un être secret, tout à la fois magnétique et, elle ne pouvait trouver d'autre qualificatif, repoussant. Il s'exprimait, pensa-t-elle, avec un étrange accent, tout imprégné de Fremen anciens, comme s'il était natif de quelque communauté isolée. « Dites-moi, Javid, demanda-t-elle, d'où venez-vous » ? « Je ne suis qu'un simple Fremen du désert, » répondit-il, et chacune des syllabes portait le sceau du mensonge. Zebatalef intervint avec une déférence outrée, presque parodique. « Nous avons beaucoup à dire à propos des jours anciens, madame. Je fus un des premiers, savez-vous, à reconnaître la sainte nature de la mission de votre fils. Mais vous n'étiez pas de ces Fedaykin. Non, madame. Mes inclinations étaient plus philosophiques. Je me vouais à la prêtrise. Et tu sauvais ainsi ta peau, songea Jessica. Ils nous attendent au donjon, madame, intervint Javid. Une fois encore, elle perçut un accent bizarre dans sa voix, comme une question qui appelait une réponse. « Mais qui nous attend ?» demanda-t-elle. « La convocation de la foi, tous ceux qui entretiennent la flamme du nom et des faits de votre fils très saint. » Détournant le regard, elle vit le sourire d'Alia à l'adresse de Javid et demanda « Cet homme est-il à ton service, ma fille ?» Alia acquiesça. « Il est promis à de hauts faits. » Mais Jessica remarqua que Javid ne semblait éprouver aucun plaisir à l'évocation de cette destinée, et elle décida qu'il méritait l'attention toute spéciale de Gurney.
Ce dernier réapparut à cet instant même avec 5 parmi ses hommes les plus fidèles. Par geste, il lui annonça que les suspects étaient soumis à la question. Gurney avait la démarche roulante d'un homme puissant. Son regard allait de gauche à droite sans cesse, et chaque muscle de son corps répondait à l'énergie et à la souplesse que Jessica elle-même lui avait enseignée, selon le manuel Pradabindhu de Bene Gesserit. Gurney était maintenant une véritable centrale de réflexes presque inhumains, un tueur parfait qui terrifiait la plupart de son entourage, et Jessica l'aimait ainsi. À ses yeux, il était supérieur à tous les autres. La cicatrice du coup de vinaigre reçu autrefois lui conférait une expression sinistre qu'un sourire dissipa quand il aperçut Stilgar. « Bien joué, Stil, » dit-il. Et ils se serrèrent les bras en signe d'effusion selon le mode Fremen. « La lustration, » dit alors Javid en effleurant le bras de Jessica. Elle fit un pas en arrière et choisit avec soin ses paroles sous le contrôle puissant de la voix, le ton et la portée de sa déclaration étant calculés pour un effet émotionnel précis sur Javid et Zebatalef. « Je suis revenu sur Dune pour revoir mes petits-enfants. Devons-nous consacrer le moindre temps à cette absurdité sacerdotale ?» Zebatalef fut choqué. Il ouvrit la bouche et l'air hagard dévisagea ceux qui avaient pu entendre. Chaque regard accusait la stupéfaction. Une absurdité sacerdotale. Quel pouvait être l'effet de telles paroles venant de la mère du Messie? Javid, cependant, épousa l'argument de Jessica. Le pli de sa bouche se durcit, puis il sourit brusquement. Ses yeux, cependant, restèrent froids, et il ne chercha pas à identifier un à un ceux qui écoutaient. Javid connaissait déjà chacun de ceux qui étaient présents. Désormais, il était en possession d'une carte auditive de tous ceux qu'il convenait de surveiller tout particulièrement. Quelques secondes plus tard, il cessa de sourire tout aussi brusquement, révélant ainsi qu'il savait s'être trahi. Il n'avait pas failli à sa tâche. Il connaissait maintenant les pouvoirs d'observation de Dame Jessica. Inclinant brièvement, nerveusement la tête, il accusa cette connaissance. En un éclair mental, Jessica évalua les mesures possibles. Il suffisait d'un signe subtil pour que Gurney se charge de l'existence de Javid. Celui-ci, par exemple, pouvait fort bien mourir ici, sur l'heure, pour les faits, ou plus tard, en silence, accidentellement. C'est lorsque nous tentons de dissimuler nos plus secrètes pulsions que tout notre être hurle et nous trahit, pensa Jessica. C'est à partir de cette règle que l'éducation Bene Gesserit avait travaillé, enseignant à ses adeptes l'art de lui échapper tout en l'utilisant afin de lire dans le livre de chair des autres. Ainsi lisait-elle en cet instant que l'intelligence de Javid représentait une valeur, un poids momentané dans le jeu des équilibres. Si elle parvenait à se l'attacher, Javid pourrait bien être le maillon qui lui faisait défaut et qui, enfin, l'attacherait au prêtre Arakin. Et Javid était l'homme d'Alia. « Ma suite doit rester modeste, » dit-elle. « Néanmoins, nous pouvons nous permettre d'y accueillir un homme de plus. Soyez des nôtres, Javid. Je suis navré, Zebatalef. Ah, Javid, je veux bien participer à cette cérémonie, si vous y tenez. » Javid se permit un soupir très bref et marmonna très bas. « Il en sera selon le désir de la mère de Muad'Dib. » Puis il regarda Alia et Zebatalef tour à tour avant de s'adresser directement à Jessica. « Je suis chagriné de retarder ainsi les retrouvailles avec vos petits-enfants, mais il est des raisons d'État. » « Très bien, » songea Jessica. « C'est avant tout un excellent meneur d'affaires. Nous pourrons l'acquérir lorsque nous saurons quelle monnaie convient. » Tout soudain, l'insistance de Javid à propos de cette cérémonie lui plaisait. Ce serait une mince victoire, certes, mais elle lui conférerait un certain pouvoir sur ses pairs, ainsi que tous le savaient déjà. En acceptant de participer à cette lustration, Jessica payait ainsi Javid par avance pour ses services ultérieurs.
« Je suppose que vous avez prévu notre transport ?» demanda-t-elle. Chapitre 6. Je vous donne le caméléon du désert, qui sait se confondre avec le désert et dont le pouvoir vous dit tout ce qu'il vous faut savoir quant aux racines de l'écologie et aux fondements de votre identité propre. Le livre des diatribes, d'après la chronique de Haight. Leto était assis, jouant de cette petite balisette que Gurney Halleck, profondément versé dans l'art de cet instrument, lui avait fait parvenir pour son 5e anniversaire. 4 ans s'étaient écoulés depuis, et Leto, grâce à une pratique quotidienne, avait acquis une habileté certaine. Pourtant, les 2 cordes de grave lui tendaient encore quelques pièges. La balisette était un remède efficace à divers ennuis particuliers, ce qui du reste n'avait pas échappé à Ganima. Dans le crépuscule, il s'était installé sur un surplomb, à l'extrémité méridionale de l'affleurement rocheux qui protégeait le Sietchtaber. Ses doigts frappaient doucement les cordes. Ganima se tenait immobile à son côté. Sa silhouette menue était la vivante image de la réprobation. Stilgar avait averti les jumeaux que leur grand-mère avait été retardée en Arrakeen et Ganima avait refusé ensuite de s'aventurer ainsi à l'extérieur, si près de la tombée de la nuit. « Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire ?» demanda-t-elle, espérant vaincre le mutisme de son frère. Pour toute réponse, il plaqua un accord. Leto, depuis qu'il avait reçu ce présent, avait pour la première fois conscience de son origine. Cette balisette avait été conçue par un maître artisan de Caladan. Les mémoires des vies qu'il avait en lui pouvaient lui instiller ainsi la nostalgie profonde de la planète superbe où la maison Atréide avait régné. À l'écoute de cette musique, il lui suffisait d'abaisser certaines barrières intérieures pour retrouver le souvenir de tous les moments passés où Gurney avait joué de la balisette pour son ami, son fardeau, Paul Atréide. Quand l'instrument vibrait sous ses doigts comme à présent, Leto ressentait plus intensément encore la présence psychique de son père. Il jouait, et chaque note le soumettait un peu plus à l'instrument. Il y avait en lui, pour guider ses muscles d'enfant de 9 ans, une somme idéale de talent qui avait exploré tous les secrets de la balisette. Impatiente, Ganima tapa du pied, suivant inconsciemment le rythme de la musique. Avec une grimace de concentration, Leto interrompit le morceau qui lui était familier pour entamer un air plus ancien que tous ceux que Gurney avait pu lui jouer. Un air qui était déjà presque oublié lorsque les Fremen avaient émigré sur la 5e planète du système et dont les paroles étaient marquées par un thème Zensunni. Elle venait du fond de sa mémoire au fur et à mesure que jaillissaient les premières notes de la ballade. La nature en sa beauté détient une superbescence, pour certains le déclin. C'est par son adorable présence que la vie nouvelle trouve son chemin. Les larmes qui coulent en silence ont leur source au fond de l'âme. C'est une autre vie, pour la douleur d'exister, un produit de ce regard dont la mort fait le tout. Au dernier accord, Ganima déclara « Quelle vieille chanson rance! Pourquoi la joues-tu » ? « Parce qu'elle est de circonstance. »« Tu vas la jouer à Gurney ?»« Peut-être. »« Je suis sûr qu'il va la trouver idiote. »« Certainement. » Leto tourna légèrement la tête pour contempler sa sœur. Elle connaissait cette ballade et ses paroles, et cela ne le surprenait pas pour autant. Non, ce qui le surprenait brusquement, par contre, c'était la bizarrerie de leur existence de jumeaux, de leurs 2 vies ainsi liées. Si l'un d'eux venait à mourir, l'autre hériterait de sa conscience, de ses souvenirs, sans la moindre altération. Ils ne perdraient rien des moments vécus en commun. Il n'existait pas 2 êtres aussi proches l'un de l'autre, et l'éternité de cette union effrayait Leto. Aussi détourna-t-il un instant les yeux.
Cette trame de laquelle ils étaient prisonniers, songea-t-il, était trouée. Et le trou le plus récent expliquait la peur qu'ils ressentaient. Leur vie, il le savait, commençait à se séparer, et il s'interrogea. Comment puis-je lui parler de cette chose que moi seul j'ai éprouvée? Il regarda le désert. Les ombres se déployaient au-delà des barrachans, ces dunes élevées et migrantes, ces croissants de sable qui couraient comme des vagues sur toute la sphère d'Arrakis. Kedem, le désert intérieur, sur lequel, de plus en plus rarement, passait l'étrange broderie du sillage du verre. Le crépuscule lançait des lumières de sang sur le sable et les frontières des territoires de l'ombre semblaient habitées d'incendies soudains. Un faucon tomba depuis le ciel cramoisi et Leto le rencontra en vol à la seconde où il happait une perdrix des montagnes. Tout en bas, dans le désert, les plantes formaient un tapis de verdure en camailleux, irrigué par l'eau d'un kanat qui, parfois, brillait à ciel ouvert avant de s'éteindre dans les ténèbres d'un conduit souterrain. L'eau était captée par les gigantesques collecteurs des pièges à vent érigés sur les sommets alentours. Ici, la verte bannière des Atréides flottait librement. L'eau et la verdure. Les nouveaux symboles d'Arrakis. Là-bas, une oasis en forme de diamant était posée sur la nuit, et Leto porta vers elle toute la vigilance de ses sens frémènes. L'appel claironnant d'un oiseau de nuit quelque part sous la falaise vint amplifier l'impression qu'il avait soudain d'être projeté dans quelque moment du passé farouche. Nous avons changé tout cela, pensa-t-il, retrouvant l'un des langages anciens qu'il utilisait en privé avec sa sœur. Il soupira. Oublier, je ne puis. Par-delà l'oasis, dans la clarté déclinante, il distinguait ces terres que les Fremen avaient appelées le vide et sur lesquelles rien, jamais, ne poussait. Le plan écologique, de même que l'eau, était en train de modifier cela. Il existait sur Arrakis des zones où l'on pouvait voir des collines recouvertes du velours dense de la forêt, des forêts sur dunes. Les jeunes de la nouvelle génération avouaient parfois qu'ils avaient peine à se représenter le sable sous les verdoyantes ondulations des collines. À leurs yeux, les grandes feuilles gorgées d'eau des jeunes essences n'avaient rien de choquant. Mais Leto, désormais, pensait et jugeait selon l'ancienne manière frémène, défiante à l'égard du changement, effrayée par le nouveau. Les enfants m'ont dit qu'ils ne trouvaient plus guère de truites des sables en surface par ici, dit-il. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Il y avait une pointe d'arrogance dans le ton de Ganima. Que les choses évoluent très vite. Une fois encore, l'appel de l'oiseau se fit entendre sous la falaise, et la nuit fondit sur le désert comme le faucon sur la perdrix. Avec elle, de nouveaux souvenirs affluèrent en Leto, issus d'existences multiples, attachées à cet instant précis. Pour Ganima, le phénomène n'était pas aussi redoutable. Mais elle comprenait l'inquiétude et le trouble de son frère, et c'est avec tendresse qu'elle posa la main sur son épaule. Les doigts de Leto plaquèrent un accord coléreux sur la balisette. Comment pouvait-il expliquer à sa sœur ce qui survenait en lui? Dans sa tête, il y avait des guerres, des vies sans nombre projetant une cascade de mémoire, accidents violents, langueurs amoureuses, lieux et visages multicolores, chagrins enfouis et vibrants émois en multitude. Il retrouvait les élégies printanières de mondes depuis longtemps disparus, des danses vertes et des foyers dans la nuit, des plaintes et des appels, une moisson géante de conversations qui se mêlaient en une grange de sons. Un assaut qui était 100 fois plus fort, ici, hors de l'abri du sietch. « Ne devrions-nous pas rentrer à présent » demanda Ganima. Leto secoua la tête, et cette simple réaction apprit à sa sœur que son malaise, ce soir, était plus intense encore qu'elle ne l'avait jamais pensé. « Pourquoi suis-je ici, aussi souvent, accueillant la nuit ?» se demanda-t-il. La main de Ganima quitta son épaule et il n'en eut pas conscience. « Tu sais pourquoi tu te tourmentes ainsi ?» dit-elle. Il saisit le doux reproche que recelait sa phrase. Oui, il savait. La réponse était là,
évidente dans le champ de sa connaissance. Parce que ce grand inconnu connu qui est en moi me porte comme une vague. Son passé était une lame qu'il chevauchait comme un surfeur. Les souvenirs des visions prescientes de son père venaient se superposer à toute chose. Et pourtant, il voulait tout de ses passés, il en avait besoin. Et ils étaient tellement dangereux. Il le savait absolument désormais, avec ce nouvel élément dont il devait faire part à Ganima. Le désert se mettait maintenant à luire sous la clarté de la première lune montante. Le regard de Leto courait sur les ondes du sable qui, faussement immobiles, se perdaient à l'infini. Tout près de lui, sur la gauche, se dressait le serviteur, un rocher façonné par les tourmentes de sable en une sorte de verre sombre dressé entre les dunes. Un jour viendrait où le plateau rocheux lui-même serait ainsi érodé, où le Sietch Taber ne survivrait que dans la mémoire de certains hommes, qui lui ressembleraient. Il ne doutait pas qu'il y aurait quelqu'un qui lui ressemblerait. « Pourquoi regardes-tu le serviteur » demanda Ganima. Il eut un haussement d'épaules. En dépit de l'interdiction qui en avait été signifiée à leur garde, ils allaient souvent jusqu'au serviteur avec Ganima. Ils y avaient découvert une cachette, mais Leto comprenait en cette seconde pourquoi ce lieu exerçait un tel attrait sur eux. Là-bas, rendu proche par l'obscurité, un segment de Kanat brillait au clair de lune. Des rides sombres couraient à sa surface, créées par les poissons carnassiers que les Fremen élevaient toujours dans leurs réserves d'eau afin d'éloigner les truites des sables. « Je suis entre le poisson et le ver, » murmura Leto. « Comment » Il répéta sa phrase. Ganima porta la main à sa bouche, soudain envahie d'un soupçon à l'égard de ce qui hantait son frère. Leur père avait agi ainsi. Elle ne pouvait que tenter de voir en lui et comparer. Leto fut parcouru d'un frisson. Les souvenirs qui l'unissaient à des lieux que jamais sa chair n'avait connus lui soufflaient maintenant des réponses à des questions que jamais il n'avait posées. Un écran immense n'en finissait pas de se déployer en lui, révélant une infinité de relations, d'événements. Le ver des sables de dune ne pouvait franchir l'eau qui, pour lui, était un poison mortel. Pourtant, il y avait eu de l'eau sur ce monde, en des temps préhistoriques. Des dépôts de gypse attestaient l'existence passée de lacs et d'océans. Des forages profonds avaient permis de découvrir de l'eau dans des puits que les truites des sables ne tardaient pas à combler. Aussi clairement que s'il avait été directement témoin des faits, Leto connaissait ce qui s'était passé sur ce monde et devinait ainsi les transformations cataclysmiques provoquées par l'intervention de l'homme. Sa voix ne fut plus qu'un murmure. « Ganima, je sais ce qui est advenu. » Elle se pencha. « Oui ?» La truite des sables. Il s'interrompit et elle se demanda alors pourquoi il ne cessait de faire référence au stade haploïde de l'existence du ver géant, mais elle s'interdit de l'interroger. « Le ver des sables, reprenait-il, a été introduit sur Dune. Il est originaire d'un autre monde. En ce temps-là, Dune connaissait l'eau. Le ver a proliféré de telle façon que nul écosystème ne pouvait le freiner. La truite des sables a alors enquisté l'eau qui était disponible. Elle a fait d'Arrakis un désert. Pour survivre. Parce que seul un monde aride pouvait lui permettre d'accéder à la phase du ver. « La truite des sables ?» Ganima secoua la tête. Elle ne doutait pas de ce que disait son frère, mais elle n'avait aucune envie de le suivre dans les profondeurs d'où il tirait son raisonnement. « La truite des sables ?» répéta-t-elle en elle-même. Bien des fois dans cette vie comme dans toutes les autres, elle avait joué à ce jeu d'enfant où l'on piégeait les truites dans un gant de membrane avant de recueillir leur dernier roux dans l'alambic. Il lui était difficile de s'imaginer que cette pauvre créature sans cervelle fût à l'origine d'événements prodigieux. Leto hocha la tête. De tout temps, les Fremen avaient alviné leurs citernes avec des variétés prédatrices. La truite des sables, à son stade haploïde, luttait activement contre une importante accumulation d'eau à proximité de la surface. Les prédateurs évoluaient dans le Kanat à quelques mètres de l'étau.
Le ver des sables vecteurs pouvait traiter l'eau en quantité limitée, telle qu'on la rencontrait par exemple dans le tissu humain. Au-delà, les complexes de transformation chimique s'affolaient. Ils explosaient littéralement et généraient en mourant ce mélange à l'état concentré, cette drogue psychotrope ultime que l'on absorbait en solution au cours des orgies de sietch. À l'état pur, le mélange avait projeté Paul Muad'Dib au travers des parois du temps, jusque dans les abysses où jamais aucun être mâle ne s'était aventuré. « Qu'as-tu fait » demanda Ganima à son frère silencieux et tremblant. Mais elle ne pouvait l'arracher aussi aisément à cet itinéraire de révélation. Moins de truites. La transformation écologique de la planète. Oui, bien sûr, elle résiste, dit-elle. À présent, elle comprenait mieux la peur qui habitait la voix de Leto. Contre son gré, il l'entraînait dans la même direction. Quand la truite s'en va, les vers s'en vont aussi, dit Leto. Il faut que les tribus sachent. La fin de l'épice, dit Ganima. Les mots frappaient simplement les points critiques de ce dispositif de péril qui menaçait les hommes intervenus dans le schéma si ancien des relations de Dune. Alia sait cela, reprit Leto, et elle jubile. Comment peux-tu en être certain? Je le suis. Désormais, elle n'avait plus aucun doute. Elle savait ce qui tourmentait son frère, et elle en éprouvait une terreur glaçante. Si elle nous dément, jamais les tribus ne nous croiront, dit Leto. Il renvoyait ainsi leur dialogue à la question primordiale de leur existence. Un Fremen pouvait-il croire en la sagesse d'un enfant de 9 ans? Et Alia, que chaque journée éloignait de son intime héritage, jouait sur ce fait. « Il faut convaincre Stilgar, » dit Ganima. D'un même mouvement, leurs 2 têtes se tournèrent vers le désert baigné de lune. Le paysage était autre maintenant, transformé par quelques instants de perception. Jamais encore les liens qui existaient entre cet environnement et le comportement humain ne leur étaient apparus aussi évidents. Ils se sentaient l'un et l'autre devenus partie intégrante d'un système dynamique à l'équilibre fragile. Cette nouvelle perspective provoquait en eux un changement de conscience et un déferlement d'observation. Comme l'avait remarqué Lietkynes, l'univers était le théâtre d'une conversation permanente entre les populations animales. La truite des sables leur avait parlé en tant qu'animaux humains. Les tribus comprendraient une menace dirigée contre l'eau, dit Leto. Mais c'est plus que l'eau qui est menacée. C'est le... Ganima se tut brusquement, consciente de l'implication profonde des mots. L'eau était le symbole absolu du pouvoir sur Arrakis. Dans leur essence, les Fremen demeuraient des animaux spécialisés, des survivants du désert, experts à gouverner dans certaines conditions de tension. Avec l'abondance de l'eau, un transfert étrange de symboles s'opérait en eux, alors même qu'ils comprenaient les anciennes nécessités. « Tu penses que le pouvoir est menacé ?» rectifia Ganima. « C'est certain. Mais nous croiront-ils? S'ils le voient, oui. S'ils voient ce déséquilibre. » « L'équilibre, » dit Ganima. Et elle répéta les paroles prononcées autrefois par leur père. « C'est ce qui distingue un peuple d'une foule. » Et Leto lui fit écho, car leur père s'éveillait à nouveau en lui. L'économie contre la beauté. Une histoire plus ancienne que Saba. Il soupira et regarda sa sœur. « Je commence à avoir des rêves prescients, Gani. » Elle eut une exclamation sourde. Il reprit. « Lorsque Stilgar nous a dit que notre grand-mère était retardée, je connaissais déjà cet instant. Mais mes autres rêves sont douteux. » Les yeux embués, elle secoua la tête. « Leto, pour notre père, c'est venu plus tard. Est-ce que tu ne crois pas que ce pourrait être... » J'ai rêvé que j'étais enfermé dans une armure. Je courais parmi les dunes. Et je suis allé à Jakurutu. Jakku, cette vieille légende? C'est un lieu bien réel, Gani. Je dois trouver cet homme qu'ils appellent le prêcheur. Je dois l'interroger. Tu penses qu'il est notre père? Pose-toi la question. Cela lui ressemble, dit-elle songeusement. Mais
Je sais les choses qu'il me faudra accomplir et je ne les aime pas. Pour la première fois, je comprends mon père. » Ganima sut alors qu'elle venait d'être exclue de ses pensées. « Le prêcheur n'est peut-être qu'un vieux mystique. »« Je prie pour que ce soit vrai, » dit Leto dans un murmure. « Si tu savais comme je prie. » Il se pencha tout en se redressant pour prendre la balisette qui résonna doucement dans sa main. « J'aimerais tant que ce soit Gabriel sans trompette, » acheva-t-il. Puis il se tut, et son regard courut sur le désert éclairé par la lune. Ganima, l'imitant, vit à la limite des jardins du Sietch la phosphorescence rousse de la végétation pourrissante. Puis au-delà, le contour pur des lignes des dunes, le littoral du désert. Un domaine de vie. Le désert qui jamais ne dormait tout à fait. Elle percevait de façon suraiguë sa vibration vitale, le passage furtif des animaux qui venaient boire dans le Kanat. La révélation de Leto avait transformé le paysage nocturne, cet instant de la nuit devenant un moment de la vie. Un moment où découvrir des régularités dans le changement perpétuel, ou ressentir la longue transformation depuis leur passé terranien, dont toutes les étapes étaient emprisonnées dans leur mémoire. « Pourquoi Jacurutu » demanda Ganima. Et son ton calme et froid détruisit ce qui s'édifiait. « Eh bien, je ne sais pas. Quand Stilgar nous a dit pour la première fois qu'on tuait des gens là-bas, et que ce lieu était tabou, j'ai pensé ce que tu pensais. Mais c'est de là que le danger vient à présent. Et du prêcheur. » Elle ne répondit pas, n'exigea pas qu'il partageât un peu plus ses rêves prescients. Elle n'ignorait pas qu'elle lui donnait ainsi la mesure de la terreur qu'elle éprouvait. Un tel cheminement ne pouvait conduire qu'à l'abomination, et ils le savaient l'un et l'autre. Le mot s'inscrivit, se déploya dans la nuit au-dessus de l'étau, tandis qu'ouvrant la route, il se faufilait entre les rochers vers l'entrée du Sietch. L'abomination. Chapitre 7. L'univers est à Dieu. Il est une chose, un tout à partir duquel toutes les séparations sont identifiables. La vie transitoire, y compris cette vie consciente et résonante que nous qualifions d'intelligente, ne détient qu'un fragile mandat sur quelque partie que ce soit du tout. Commentaire de la CTE, Commission des traducteurs œcuméniques. Alec, tout en s'exprimant à haute voix sur divers sujets, transmettait par signe le seul message important. Il détestait l'antichambre exiguë que les prêtres lui avaient attribuée et qui était certainement truffée d'appareils espions. Qu'ils essaient de décoder les signaux discrets de ses mains. Sur ce plan, il ne craignait pas grand-chose. Les Atréides avaient pratiqué ce mode de communication pendant des siècles, sans que personne le perce. La nuit était venue. La salle ne comportait aucune ouverture. Des globes brilleurs avaient été placés dans les angles. La plupart de ceux que nous avons capturés étaient des gens d'Alia, transmit Alec. Et son regard ne quittait pas le visage de Jessica, tandis qu'il l'informait que l'interrogatoire des prisonniers se poursuivait. « C'est donc bien ce que vous aviez prévu, » remarqua Jessica en quelques signes rapides. Puis hochant la tête, elle déclara afin que chacun entendît: « Lorsque vous aurez obtenu satisfaction, Gurney, j'attends un rapport complet. »« Certainement, madame. » Et les doigts agiles de Gurney poursuivirent. « Une dernière chose assez troublante. Sous l'influence de drogues majeures, certains prisonniers ont parlé de Jacurutu et ils sont morts dans la seconde même où ils prononçaient ce nom. »« Un cardio-fusible » demanda Jessica. À haute voix: « Avez-vous relâché certains prisonniers ?»« Quelques-uns, madame.
ceux qui ne présentaient aucun intérêt évident. Nous soupçonnons un effet de contrainte cardiaque, oui, mais nous n'avons encore aucune preuve. Les autopsies sont en cours. Mais j'ai estimé qu'il fallait que je vous rapporte ce détail à propos de Jacurutu. Tout comme mon duc, j'ai toujours considéré Jacurutu comme une légende intéressante, partant sans doute d'un fait réel. Cette fois, les doigts de Jessica n'esquissèrent même pas ce signe de tristesse qui soulignait habituellement la moindre allusion à son amour défunt. « Avez-vous d'autres instructions ?» demanda Alec. Jessica lui demanda de regagner le port et de ne se représenter qu'avec de nouvelles informations. Mais dans le même instant, ses doigts ordonnaient « Renouez le contact avec vos amis parmi les contrebandiers. Si Jacurutu existe, ces gens vivent en vendant de l'épice, et ce sont les contrebandiers qui constituent leur seul marché possible. » Il inclina brièvement la tête. « Cette démarche est en cours, madame. » Et parce qu'il ne pouvait oublier toutes ces années de vigilance, il ajouta « Soyez prudente ici. Alia est votre ennemi, et la plupart des prêtres lui sont acquis. » Pas Javid. Il hait les Atréides. Je pense que seul un adepte est à même de s'en rendre compte, mais pour ma part, j'en suis certaine. Il conspire, et Alia l'ignore. Je vais assigner des hommes supplémentaires à votre garde personnelle, dit soudain Alec, haut et clair, s'attirant un bref regard de reproche de Jessica. Il y a du danger, j'en suis certain. Allez-vous passer la nuit ici? Plus tard, nous gagnerons le Sietch Taber, déclara Jessica. Puis elle hésita, sur le point de lui demander de ne pas lui envoyer de garde supplémentaires. Mais elle se tut. Il fallait se fier à l'instinct de Gurney. Bien des Atréides avaient appris cela, pour leur bien ou à leurs dépens. « Il me reste encore à rencontrer le maître des novices, » ajouta-t-elle. « Ensuite, c'est avec plaisir que je quitterai cet endroit. » Chapitre 8. Et j'appelai une autre bête hors du sable. Et elle avait 2 cornes, tout comme un bélier, mais sa gueule était garnie de crocs, aussi féroce que celle du dragon, et tout son corps était ardent et luisant tandis qu'elle sifflait comme un serpent. La Nouvelle Bible catholique orange. Il s'était baptisé le prêcheur. Et ainsi était-il advenu une grande peur pour beaucoup sur Arrakis, qu'il fût Muad'Dib revenu du désert et non pas mort. Muad'Dib pouvait être encore vivant, puisque nul n'avait vu son corps. Mais qui avait jamais revu un corps réclamé par le désert? Quand même, Muad'Dib? On pouvait déterminer des points de comparaison, encore que nul des anciens jours ne fût jamais venu déclarer « Oui, j'ai bien vu Muad'Dib en cet homme, je l'ai connu. » Quand même, tout comme Muad'Dib, le prêcheur était aveugle. Ses orbites étaient noires, comme si elles avaient été carbonisées par un brûle-pierre. Et sa voix avait la même puissance de pénétration, la même force qui venait arracher des réponses loin au fond des êtres. Nombreux étaient ceux qui avaient remarqué cela. Il était maigre, ce prêcheur. Le visage tanné et ridé, les cheveux grisonnants. Mais le désert profond sculptait ainsi tant de visages. Il suffisait à chacun de se regarder dans un miroir pour en avoir la preuve. Il y avait un autre détail qui donnait lieu à maintes discussions. Le prêcheur était guidé par un jeune Fremen qui n'appartenait à aucun sietch et qui, lorsqu'on l'interrogeait, répondait qu'il avait loué ses services au prêcheur. Mais Muad'Dib, faisait-on observer, avec sa connaissance de l'avenir, n'avait eu aucun besoin d'un guide, si ce n'est tout près de la fin, quand le chagrin l'avait submergé. À ce moment-là, oui, il lui avait fallu un guide. Cela, chacun le savait. Le prêcheur était apparu un matin d'hiver dans les rues d'Arrakeen, s'appuyant d'une main brune aux veines saillantes sur l'épaule de son jeune guide. Le garçon, qui disait se nommer Hassan Tariq, se frayait un chemin dans la foule et le poudroiement de silex avec l'assurance d'un natif, sans jamais perdre le contact avec son maître. L'aveugle, pouvait-on remarquer, portait la burqa traditionnelle par-dessus un distil, comme ceux que l'on avait jadis confectionnés dans les cavernes des sietchs du désert le plus reculé. Un distil qui n'avait rien de commun avec les vêtements négligés que l'on voyait depuis quelques années.
Le tube nasal qui récupérait l'humidité de sa respiration pour les recycleurs cachés sous la burqa était soigneusement guipé avec cette vigne noire que l'on ne rencontrait plus guère. Le masque, sur la partie inférieure du visage, était maculé de taches vertes laissées par le vent de sable. En tout point, le prêcheur était une figure surgie du passé de Dune. Dans la foule de ce matin d'hiver, en Arakhin, nombreux furent ceux qui le remarquèrent. Il est vrai que l'on connaissait peu d'aveugles parmi les Fremen. La loi Fremen les attribuait toujours à Shai Hulud. Certes, les temps modernes étaient plus cléments, adoucis par l'eau, mais les mots de la loi demeuraient inchangés depuis les anciens jours. L'aveugle était une offrande à Shai Hulud. Il devait être abandonné dans le bled où les grands vers viendraient le dévorer. Cela se passait toujours très loin. Des histoires couraient jusqu'aux villes, dans ce désert encore dominé par les plus géants d'entre les vers, ceux que l'on appelait les vieux hommes du désert. Un aveugle Fremen était donc une curiosité, et sur le passage de l'étrange couple, chacun s'arrêtait. Le jeune guide devait avoir dans les 14 ans. Il appartenait à cette nouvelle génération qui portait un distil modifié, laissant le visage exposé à l'air. Il avait les traits minces, le nez petit sous les yeux bleus d'épices dont l'innocence dissimule souvent, chez l'enfant, le cynisme de la connaissance. Par contraste, l'aveugle marchait à longues enjambées, avec cette vigueur qui n'appartient qu'à ceux qui ont connu des années de sable, de marche ou de chevauchée sur les grands vers. Sa tête encapuchonnée avait ce port roide que les aveugles adoptent involontairement. Il ne l'inclinait parfois que pour prêter l'oreille à quelque son particulier. L'étrange couple s'avança dans la foule jusqu'au vaste degré qui montait au flanc de cette colline qu'était le temple d'Alia, en face du donjon de Paul. Le prêcheur et son jeune compagnon ne s'arrêtèrent qu'au 3e palier, où les pèlerins du Hajj, comme chaque matin, attendaient l'ouverture des portes géantes qui dominaient les marches et qui auraient pu accueillir la plus haute des cathédrales des anciennes religions. On disait que le pèlerin, les franchissant, avait l'âme réduite à son atomicité, et qu'il pouvait dès lors passer par le chat d'une aiguille et accéder au paradis. Au bord du 3e palier, le prêcheur se retourna. Du fond de ses orbites vides, il parut tout observer. La marée des citadins paradants auxquels se mêlaient des Fremen dont la tenue ne faisait qu'imiter les distilles des jours d'autrefois. Il semblait dévisager chacun des pèlerins qui venaient de débarquer des transports de la guilde et qui se pressaient pour franchir ce premier pas dans la dévotion sur le chemin du paradis. En vérité, ce palier était un lieu bruyant. Les adeptes de l'esprit de Mahdi, en robe verte, portaient des faucons vivants, dressés à glapir l'appel au paradis. Des vendeurs ambulants clamaient leur menu, entrant en compétition avec les voix de 1000 autres marchands proposant 1000 autres choses sur des modes suraigus. Le tarot de Dune, entre autres, avec ses commentaires enregistrés sur Chigavril. Tel battleur proposait des fragments de vêtements exotiques certifiés avoir été touchés par la main de Muad'Dib lui-même. Tel autre des fioles contenant une eau garantie pure du Sietch Taber, résidence de Muad'Dib. Tout cela dans un flot de conversation en une centaine ou plus de dialectes dérivés du galak, relevés de pépiments ou de cris gutturaux propres au langage extrine de civilisations annexées par la bannière du Saint-Impérium. Des danseurs visages et des êtres nains des planètes artisanes et suspectes du Tleilaxu giraient et bondissaient en habits scintillants dans la cohue. Des visages émaciés ou gonflés d'eau. Des milliers de pieds glissant sur le plastacier des larges marches, composant un fond crissant à la terrible cacophonie des prières. Une suite de notes dominait parfois, ou bien un appel. « Muad'Dib, Muad'Dib, accueille mon âme. Toi qui es loin de Dieu, accueille mon âme, Muad'Dib. » Non loin des pèlerins, 2 mimes, pour quelques pièces, interprétaient la très populaire Dispute d'Arminash et Léandriche. Le prêcheur pencha la tête pour écouter. Les mimes étaient des citadins d'âge moyen qui débitaient leurs textes avec ennui. Obéissant à un ordre bref, le jeune guide entreprit de les décrire à son maître.
Ils étaient vêtus de robes amples qui ne tentaient même pas d'imiter les formes d'un distil pour dissimuler leur corps gorgé d'eau. Hassan Tariq trouvait cela plutôt amusant, et le prêcheur lui en fit la réprimande. Le mime qui interprétait le rôle de Léandrich achevait sa péroraison. « Bah, seule la main sensible peut agripper l'univers. C'est elle qui conduit votre cerveau si précieux, de même qu'elle conduit tout ce qui vient de lui. Vous ne voyez que ce que vous avez créé, vous ne devenez sensible qu'après que votre main a accompli son travail. » Un concert d'applaudissements lui répondit. Le prêcheur redressa la tête et huma. Ses narines s'emplirent de toutes les riches odeurs du lieu, remugle révélateur de distil mal ajusté, musc d'origine variée, senteur de silex de la poussière, exhalaisons chargées d'innombrables aliments exotiques, arômes subtils des brûle-parfums du temple qui s'insinuaient dans la foule selon des courants savamment calculés. Tandis qu'il acquérait cette conscience olfactive de l'endroit, les pensées du prêcheur se lisaient sur son visage. Nous en sommes donc arrivés là, nous, les Fremen. Un événement soudain provoqua une onde d'agitation au sein de la foule sur le palier. Des danseurs des sables venaient de faire leur apparition sur la plaza au pied des marches. Ils devaient bien être 50, liés les uns aux autres par des cordes d'Elaka. Il était visible qu'ils dansaient comme cela depuis des jours, en quête de l'extase. L'écume se formait sur leurs lèvres au rythme. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Tu pourras choisir le livre Harry Potter que tu veux et l'écouter sans frais grâce à l'essai gratuit de 30 jours d'Audible.